Ok, bonsoir. Et donc, vous avez eu la bienvenue du PB. Moi, je vous lance la bienvenue d'Espace Mars, puisque nous organisons ce soir, en collaboration, cette rencontre qui fait suite un peu aux conférences qu'on a organisées début décembre, dans le cadre de 14e rencontre sur nouvelle pensée critique, actualité de Marx, dont le thème était à l'époque commun, au pluriel, commune, en référence à l'anniversaire de la commune, et communisme au pluriel. Et donc, je vais passer la parole à Bernard Couturier, qui va à la fois se présenter et puis intervenir sur des questions d'actualité, en fait. Toi, Bernard. Voilà. Donc, alors, je me présente puisque donc il est devenu coutumier de dire d'où on parle. Donc voilà. Donc, je parle en tant que militant multicarte, puisque donc je suis militant politique, syndical, associatif de quartier. Voilà. Que par ailleurs du côté de mes options politiques. Alors, quand j'emploierai le mot politique, je l'emploie non pas dans le terme politicien et puis vie politique quotidienne, mais dans le sens, et d'ailleurs le sens étymologique, c'est-à-dire la politique, c'est la réflexion sur comment faire société entre nous. C'est ce que disait le philosophe Aristote. L'homme est un animal politique. Bon. Et par ailleurs, du point de vue de mes options politiques, idéologiques plus précises, je suis marxiste, mais marxiste non bureaucratique. C'est-à-dire que j'adopte la totalité de l'œuvre de Marx depuis ses œuvres de jeunesse jusqu'aux œuvres de la maturité, y compris avec toutes les incertitudes, mais aussi toute la créativité qu'il peut y avoir dans l'œuvre en question. Puis, dernière chose, du point de vue de ma formation intellectuelle, donc je suis dans la lignée de l'esprit critique universitaire français. Je suis docteur en sciences de l'éducation. Et par ailleurs, ma seule limite, elle tient à ce qui se passe particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire que l'esprit recherche désintéressé de l'université française est sérieusement mis à mal par des recherches de rentabilité. Donc voilà, pour présentation de soi. Je vais adopter, donc c'était annoncé, intersectionnalité, universalisme, déconstruction. À vrai dire, je vais donc construire mon exposé dans l'ordre inverse. C'est-à-dire que ça sera donc déconstruction, intersectionnalité et universalisme. Je vous expliquerai pourquoi au fur et à mesure. Alors, d'abord, sur la déconstruction. Alors, déconstruction, je commence d'emblée, alors y compris ça va nous ramener à la question de l'esprit universitaire d'aujourd'hui. Tous ces termes, déconstruction, intersectionnalité, universalisme, sont l'objet de fantasmes et de polémiques qu'il va falloir balayer si on veut discuter sérieusement. On en a eu un exemple encore récent. Je vous renvoie, si vous suivez ce journal, ce téléjournal de Mediapart. Mediapart vient de faire un article complet sur ce qui pour moi est un scandale intellectuel, c'est-à-dire le colloque organisé par Monsieur Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui a organisé un colloque sur wokisme, déconstruction, avec, lisez l'article Mediapart, des mots, des expressions qui sont d'une imbécilité et d'une perversité absolument innommable. Donc voilà, alors je vais essayer de faire autrement et de partir
de ce que sont réellement les concepts et les actions. Alors, pour ce qui est de la déconstruction, elle fait partie de ce qui s'appelle la French Theory. Je ne sais pas si vous avez entendu l'expression en question, non. Bon, la French Theory, c'est en principe relativement connu, et c'est un peu une bizarrerie, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'auteurs français qui font partie de cette French Theory, beaucoup d'auteurs français des années 60, les plus connus, donc Derrida, Michel Foucault, Deleuze, Lévi-Strauss, bon, donc ces auteurs qui étaient très connus il y a quelques dizaines d'années de ça, qui ont disparu de la scène intellectuelle française pour beaucoup, qui par contre, leur pensée a continué à être étudiée aux États-Unis et nous revient sous cette expression de French Theory. Et la déconstruction est un de ces concepts qui nous revient par l'intermédiaire de cette French Theory. Alors, qu'est-ce que c'est que la déconstruction? La déconstruction, c'est donc un terme qui a été emprunté et créé par le philosophe Derrida. Allez voir sur Wikipédia, qui est un excellent outil de consultation. Allez voir qui est cet auteur, de quand il date, ce qu'il a pu faire. Et notamment, il a emprunté ce terme de déconstruction, il l'a emprunté à la linguistique. C'est-à-dire que la linguistique, c'est la déconstruction en linguistique, c'est traquer les présupposés et les incohérences dans un texte. Donc, c'est une technique littéraire. Alors, en quoi est-ce qu'il l'a transposé ensuite dans le domaine de la philosophie politique en général? Il a créé le concept de différence. Alors, différence avec un A, pas avec un E. Alors, pourquoi est-ce qu'il emploie ce mot un peu étrange, différence avec un A? C'est parce qu'il veut introduire deux idées sur comment déconstruire, hein, c'est-à-dire comment renouveler l'esprit critique. Et alors, différence, pourquoi? Parce que dans ce terme, il distingue différence en termes de différé, au sens de effet différé. C'est-à-dire que on cherche à comprendre les choses non pas dans l'immédiateté, mais dans leurs conséquences, dans leurs origines. On prend ces distances, en quelque sorte, mais ces distances dans le temps par rapport à ce que l'on examine. Et à l'autre sens de différence, qui est différenciation, c'est-à-dire comment ce que l'on examine, en quoi est-ce que c'est différent à la fois de ce qui est passé et différent de ce qui peut être anticipé dans le futur. Donc, vous voyez, c'est essayer de voir les choses d'une manière tout à fait nouvelle, à la fois en les mettant à distance dans le temps, dans l'espace, mais aussi en les mettant à distance par rapport à soi-même. Alors, quelles sont les principales données hein, de cette déconstruction? Alors, première donnée, premier élément pratique de cette méthode donc, de déconstruction, c'est, alors j'emploie un terme un peu de vocabulaire philosophique un peu technique, c'est une critique de l'unicité du sujet. Donc, je vais vous donner un exemple qui, en principe, est un petit peu parlant pour vous. Quelque part, c'est une critique du « je pense donc je suis » de Descartes. Tout le monde a plus ou moins entendu cette formule à un moment ou à un autre. Hein, « je pense donc je suis ». C'est-à-dire que pour Descartes, sa thèse, qui était révolutionnaire pour l'époque, hein, puisque seul Dieu était omniscient, pour Descartes, c'est le jeu, sa propre réflexion personnelle qui est en mesure de comprendre tout le monde. D'accord? Alors, c'était progressiste pour l'époque, puisque donc c'était Dieu qui avait le savoir absolu, et il était hors de question
d'essayer de se comparer et de s'approcher de Dieu. Par contre, ça a été ensuite déjà critiqué de multiples manières. Je prends juste un exemple qui est une formule poétique que vous connaissez peut-être aussi, assez célèbre, qui est celle du philosophe Rimbaud, qui notamment a eu comme expression « je » avec un J majuscule, « je » est un autre avec un A majuscule, et qui prônait le dérèglement de tous les sens, c'est-à-dire essayer d'être autre que soi pour comprendre toute sa multiplicité. Autre exemple relativement connu, pour Freud, on n'est pas un, on est trois. Hein. C'est-à-dire qu'il y a le moi, le ça, le surmoi, il y a la partie consciente, la partie inconsciente, et les deux qui constituent notre personnalité. Vous voyez, donc c'est dans cet esprit-là qu'il y a critique de l'unité du sujet. L'autre élément critique, et on en arrive à des choses qui se rapprochent un peu plus concrètement de ce que je pense être vos préoccupations qui vous ont amené là ce soir, c'est que cette déconstruction, cette méthode, elle déconstruit toutes les oppositions binaires. La première, et ça va nous amener à l'intersectionnalité, la première, c'est l'opposition homme-femme, d'accord ? La binarité, enfin l'opposition. La binarité, homme-femme, masculin-féminin, d'accord ? Mais c'est également une critique de la binarité adulte-enfant, pour montrer que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a un mouvement maintenant avec un anthropologue qui s'appelle Descola, en principe très connu, qui est en train de remettre en cause une distinction assez classique en anthropologie, qui est la distinction entre nature et culture, pour montrer que, et donc, toutes ces oppositions binaires sont déconstruites pour être comprises d'une toute autre manière. En tenant compte que c'est en quelque sorte une critique de la critique, c'est-à-dire que la déconstruction fait partie d'un mouvement intellectuel qui, y compris, remet en cause les méthodes critiques traditionnelles de la philosophie et de la philosophie politique et des modes de vie en général. Ça va où j'en suis là? C'est bon? Donc tout ça nous amène à un des éléments de cette méthode de déconstruction qui est l'intersectionnalité. Bon. Alors, quel rapport avec la déconstruction? Alors, je vous ai dit que le point de départ, c'était la remise en cause de la binarité de genre entre hommes et femmes, masculin, féminin. Alors, l'origine historique de ce concept, de cette notion d'intersectionnalité, c'est une juriste, alors j'insiste sur le terme, afro-américaine à la fin des années 80, et qui s'appelle Kimberly Crenshaw, qui invente ce terme d'intersectionnalité et qui l'invente sur la base d'une remise en cause du féminisme des années 80, en disant que ce féminisme des années 80 est l'apanage exclusif de femmes blanches et que cet apanage exclusif ne permet pas de comprendre et donc ne permet pas de lutter contre la spécificité d'un point de vue féministe, la spécificité des femmes
afro-américaine dans ce mouvement féministe général. C'est le point de départ. C'est-à-dire que le fait d'appartenir à la race noire introduit une stigmatisation supplémentaire et que cette stigmatisation complémentaire n'est pas prise en compte par un féminisme animé par des femmes blanches qui elles-mêmes n'arrivent pas à formuler, à comprendre et à faire des propositions pour que les femmes noires puissent assumer pleinement un rôle ou des activités féministes et que les femmes blanches en question n'arrivent pas à comprendre qu'il y a donc cette intersection entre oppression en tant que femme et oppression en tant que noire, et que cette intersection, elle doit être pensée si on veut lever pour toutes les femmes la situation de sujétion particulière dans laquelle elles sont. Donc, le point de départ, c'est celui-là, et ensuite, cette intersection entre des oppressions qui se combinent les unes avec les autres, s'est appliquée à l'ensemble des discriminations. C'est-à-dire que pour aboutir à des phénomènes et des expressions qui sont traduites maintenant par la racialisation, mais également par d'autres, le croisement et l'intersection d'autres dominations, comme celle de l'homosexualité, et y compris des multiples déclinaisons qu'il peut y avoir issues de l'éclatement du binaire genré entre hommes et femmes. Donc, c'est l'origine de l'intersectionnalité, ces travaux de Kimberley, qui maintenant s'appliquent à toutes les oppressions et toutes les discriminations pour comprendre comment elles se combinent et comment elles se croisent. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus au point de vue pratique? C'est que ce concept d'intersectionnalité, ce concept est absolument nécessaire dans la mesure où, en particulier dans la vie politique et sociale française, les oppressions ont tendance à être ramenées uniquement à l'oppression qu'il peut y avoir d'une classe, celle des possédants, par rapport à une autre classe qui est celle de ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre pour pouvoir survivre. Et donc, cette question d'intersectionnalité, elle est absolument nécessaire pour montrer que cette opposition binaire ne peut pas tout expliquer et ne peut pas permettre toutes les émancipations. Alors, je ne reviendrai pas très longuement dans la mesure où la façon dont le marxisme est axé de le penser, les oppressions, qu'à travers cette binarité entre possédants et travailleurs, entre bourgeois et prolétaires. En fait, lorsque l'on examine et l'histoire et les théories marxistes, c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça, et qu'il y a déjà, et sans que ça soit vraiment suffisamment formulé, il y a cette
ces notions d'intersectionnalité qui interviennent déjà, et en particulier dans les œuvres qui apparaissent dans les œuvres du jeune Marx, alors, qui est relativement connu, puisque le film qui a été fait il y a combien, 4-5 ans de ça, un peu plus, tout à fait intéressant à aller voir sur quelles étaient les idées et les projets de lui et de son jeune compagnon Engels. Alors, donc cette intersectionnalité, elle se traduit par un autre terme qui est maintenant complètement galvaudé, qui a fait partie là aussi des critiques absurdes qu'il peut y avoir de ces notions d'intersectionnalité, des constructions et autres. C'est la question. Alors, l'expression elle-même est déjà péjorative de wokisme. Alors, d'où vient cette expression de wokisme? Elle vient de ce qui est un concept qui a toute sa légitimité et qui s'appelle to be awake, c'est-à-dire être éveillé. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre à partir de notre réflexion philosophico-politique contemporaine, y compris de l'histoire de la philosophie politique, c'est donc être éveillé, ça veut dire prendre conscience, avoir une prise de conscience. Bon, ce qui est un phénomène assez classique. Vous avez toutes sortes d'auteurs qui, à certains moments, disent qu'ils ont subitement pris conscience d'un certain phénomène qui leur font voir les choses d'une toute autre manière. Donc, être éveillé, c'est prise de conscience, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure en début, c'est-à-dire que c'est une prise de conscience qui n'est pas uniquement une prise de conscience intellectuelle et intellectualisée, mais c'est une prise de conscience pratique. C'est-à-dire que c'est plutôt, alors on est obligé d'employer un terme religieux, c'est une conversion pratique, bon. Le fait d'être éveillé, et qui est désigné par ce terme stupide de wokisme. Et l'autre terme, alors qui lui a relativement peu employé comme conséquence de cette intersectionnalité, c'est le terme de cancel culture. Excusez l'accent anglais. Alors, cancel culture, c'est traduit directement en français, traduction littérale, c'est culture de la dénonciation. Alors évidemment, en France, culture de la dénonciation, ça passe mal, ça rappelle des souvenirs peu glorieux, qui d'ailleurs sont évoqués dans les débats politiques de maintenant. Donc, culture de la dénonciation, mais là aussi, il faut comprendre le terme dans l'univers anglo-saxon. Et je crois que ce qui permettrait à la fois d'assez bien résumer qu'est-ce que c'est que le wokisme et qu'est-ce que c'est que la cancel culture, c'est ce qui s'est passé en France aussi avec le phénomène MeToo. C'est-à-dire que à la fois MeToo, ça a été une prise de conscience, mais pas seulement à travers les journaux ou les écrits, mais une prise de conscience pratique, c'est-à-dire que ça a été dit et ça a été fait. Et par ailleurs, culture de la dénonciation, c'est les trucs du genre balance ton porc, c'est-à-dire que ça ne reste plus maintenant du débat mondain, mais ça se situe, y compris en termes de conséquences pratiques,
c'est-à-dire y compris de poursuites judiciaires, d'interrogations, d'enquêtes, et de considérer que les atteintes sexuelles ne font pas partie d'un certain état d'esprit français, mais constituent bel et bien des atteintes aux personnes d'une gravité extrême, et que, incontestablement, avec le phénomène MeToo, c'est une prise de conscience pratique, historique, qui s'est produite et qui est assez illustrative de qu'est-ce que c'est que l'intersectionnalité et comment elle se traduit en pratique et par des changements de mœurs et y compris dans les changements juridiques. Alors, maintenant, je crois que je suis un peu long, mais bon. Alors, maintenant, déconstruisons, appliquons à l'intersectionnalité la méthode de déconstruction pour voir quelles peuvent être les limites. Alors, première limite, c'est que donc c'est quelque chose qui nous vient des États-Unis, et aux États-Unis, la construction vécue de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, cette construction, elle se produit de manière très différente de la façon dont elle se produit dans la construction, dans la construction de nos concepts, de nos idées vécues. Bon, juste un exemple, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, c'est que si on prend, par exemple, la question du droit à l'avortement. Le droit à l'avortement s'est construit très différemment en France et aux États-Unis. En France, ça s'est traduit par des mobilisations sociales et un vote au Parlement. Aux États-Unis, les choses se produisent très différemment. C'est-à-dire que les manifestations sociales pèsent peu, enfin, au sens où nous l'entendons. Par contre, il y a un certain nombre de jugements diffus qui se multiplient, qui se combinent et qui aboutissent à ce que le droit à l'avortement a été accordé par des instances judiciaires. C'est-à-dire qu'en France, le social fonctionne par des lois. Aux États-Unis, le social fonctionne par le judiciaire. Et à l'heure actuelle, ce qui serait impensable en France, le droit à l'avortement est remis en cause par une institution judiciaire suprême, qui est la Cour suprême. D'où les enjeux Biden-Trump. Trump s'étant dépêché de faire nommer 3 personnes de son bord à la Cour suprême, dans la mesure où, quelque part, il tient tout le social en ayant une majorité au niveau de la Cour suprême. Ça, c'est difficile à comprendre pour nous, dans la mesure où il est impensable, sauf comment dire, séisme politique, il est impensable que lorsqu'une loi est votée, cette loi, elle soit abrogée par on ne sait quoi. Ça ne peut être qu'une autre loi qui va abroger le droit en question. D'accord? Donc, ça se construit très différemment. Deuxième réserve, c'est que à l'intersectionnalité, il y a des intersections. Et ce que font remarquer certains, c'est que il ne peut pas y avoir tout le monde prioritaire aux intersections. Il y a des priorités de droit ou de fait qui prennent le dessus. Bon. Vous avez en France un phénomène qui s'appelle la diversité managériale, qui reprend à son compte
la nécessaire diversité des populations. Ouais, il faut prendre en compte que nous ne sommes pas tous pareils, que chacun son style, ses modes de vie, etc., etc. Et se saisissent de ces différences pour mieux faire fonctionner le système concurrentiel marchand. Bon. Je vous donne juste un exemple. Regardez les vigiles des supermarchés. C'est pas la diversité, d'accord? Les vigiles des supermarchés sont toujours soit des Arabes ou qui en ont le physique, soit des Noirs, dans la mesure où on sait très bien que c'est avec eux qu'il y aura le moins de problèmes. Et donc, ça fait partie du système de gestion d'utiliser ces différences pour mieux faire fonctionner un système marchand. Et que vous avez la multiplication des styles de supermarchés qui ensuite s'adaptent et ont comme cible à la fois des catégories sociales, des catégories ethniques, des catégories culturelles, d'où ensuite, par exemple, les débats stupides sur est-ce que les supermarchés ils doivent vendre de la viande halal ou pas. Vous voyez, donc il y a toute une marchandisation qui récupère cette recherche de diversité à des fins. Bon. Et dernière chose, c'est que le risque, c'est que si on multiplie les intersectionnalités dans le but louable d'arriver à cerner chaque personne dans toute la complexité de son identité. Multiplier les intersections, c'est aboutir en fait à ce qu'il y ait une individualisation de plus en plus grande et une individualisation des rapports sociaux. C'est-à-dire que chacun reste seul avec sa propre individualité et sa propre originalité, ce qui est tout à fait légitime, mais qui fait qu'il ne rencontre personne d'autre avec lequel il puisse nouer des liens et des relations sociales. Et alors, le risque, c'est que l'intersectionnalité, au départ, c'est un concept qui a été créé, un concept pratique qui a été créé pour unifier les luttes, pour mieux lutter contre les discriminations et contre les oppressions. Et là, ce concept poussé à son extrême aboutit en fait à des individualisations totales qui fait que on en arrive à des guerres de mémoire, à des guerres d'identité et à une dispersion totale des personnes qui n'arrivent pas à se regrouper. Ce qui fait que par rapport à l'intersectionnalité, je pense que je me suis tourné vers le monde du travail pour tenter de comprendre quelle était la solution. Et donc, je suis allé voir dans les métiers du bâtiment qu'est-ce qu'il disait à propos de déconstruction. Et j'y ai trouvé, alors ça existe dans les métiers du bâtiment, et donc je vous lis la définition. La déconstruction désigne, par rapport à la démolition, une destruction sélective et réfléchie d'éléments bâtis en vue d'en recycler ou réutiliser tout ou partie des matériaux. Je pense que cette conception de la déconstruction devrait nous éclairer sur la façon dont il faut procéder pour déconstruire ce qui est tout à fait logique et nécessaire. Alors, j'en finis avec le troisième élément qui est l'universalisme, ça forme un triptyque, tout ça. C'est que au niveau alors je vais aller peut-être un petit peu plus vite, au niveau de l'universalisme, ça fait partie aussi des thèmes qui sont à juste titre l'objet
de déconstruction. Alors, juste pour aller vite, le terme universalisme, il faut comprendre ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que l'universalisme, c'est pas l'uniformité, c'est pas tout le monde pareil dans le monde entier. Alors, allez voir si vous avez le temps ou le loisir et le goût de revenir là-dessus. L'universalisme, ça ne vient pas du mot univers, ça vient de l'expression universaux. Les universaux, dans la philosophie du Moyen-Âge, c'était rechercher ce qu'on appellerait maintenant les concepts et les idées qui s'imposent à tous si on veut comprendre, le monde. D'accord ? Et c'est en ce sens-là que un des universalismes qui est plus particulièrement visé, c'est celui de la Révolution française et de sa déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, là aussi, les critiques sont tout à fait justifiées de cette déclaration universelle des droits de l'homme. D'abord, ça la fout mal quand même. Les premiers à déclarer la Déclaration universelle des droits de l'homme, du citoyen, mais c'est les mêmes pays qui accordent le droit de vote aux femmes en 1945 quand même, le plus tardivement de tous les pays développés. Donc ça la fiche mal. Que par ailleurs, au niveau du triptyque liberté, égalité, fraternité, à nouveau, on revoit à la masculinité qui revient. Et donc, vous avez la philosophe féministe Geneviève Fraisse qui préconisait d'ailleurs de remplacer liberté, égalité par solidarité, qui permettrait de mieux, là aussi, comprendre la diversité des fraternités, c'est-à-dire à la fois la sororité, mais aussi le fait d'être d'une manière générale respectueux des identités des autres. Bon. Le troisième élément qui est visé, c'est la laïcité. Laïcité qui est visée, laïcité à la française, on va dire, il y a guère que celle-là. Laïcité à la française qui, en effet, doit être critiquée si elle considère que tout doit être assujetti au droit et à la politique, et que il n'y a aucun compte à tenir ni des distinctions sexuelles, ni des distinctions culturelles, ni des distinctions de religion, ni même de l'existence de la religion. Bon, donc il était nécessaire de voir que cette déclaration universelle des droits de l'homme, d'ailleurs on a tendance à dire plutôt maintenant des droits humains, cette déclaration universelle des droits de l'homme doit être revisitée et retoilettée en fonction des sociétés de maintenant qui ne sont plus des sociétés post-féodales et qui doivent rompre avec les inégalités seigneurs-serfs de l'ancien régime. Bon. Maintenant, juste une petite limite à propos de la société, de faire société et de la question, par exemple, de tenir compte de la religion dans les rapports sociaux. Juste pour revenir à un événement extrêmement grave et assez traumatisant du dernier semestre de 2021, avec la pédophilie qui a été révélée 50 ans après, au moins, au niveau de l'Église, avec 300 000, au minimum 300 000 victimes. Il ne faut pas se leurrer,
le point de départ, et on est sûr, ça se serait passé autrement, si il y a maintenant 60 ans de ça, il n'y avait pas eu toute liberté laissée au nom de la liberté religieuse, toute liberté laissée à l'enseignement privé, religieux. Ce qui s'est passé, c'est que toutes ces institutions éducatives ont été privées de tout contrôle politique. Et donc, ça ne se serait pas produit de la manière dont ça s'est produit s'il y avait eu monopole de l'enseignement par la société civile et non pas rétrocession de cette capacité à l'enseignement religieux. La religion ne doit pas être mêlée à la politique. Ce sont deux sphères qui ne doivent pas empiéter l'une sur l'autre. Alors, donc, au niveau de l'universalisme, ça signifie que cet universalisme, c'est un universalisme non pas de contrainte et d'uniformité, mais c'est un universalisme de droit. Alors, il y aurait sans doute encore autre chose sur lequel il faudrait revenir, parce que, à propos des droits, dans la mesure où je suis allé voir sur les conseils de ma belle-fille qui est irlandaise, je suis allé voir l'Encyclopédia Britannica qui parle donc de ces sujets, de comment faire en société, comment les sociétés se construisent, etc., etc., et qui dit que les sociétés se construisent sur des droits et des devoirs. Ça vous rappellera peut-être quelque chose à propos d'un discours de Nouvel An. Le fait que c'est en débat de savoir si l'universalisme, c'est l'universalisme des droits ou si c'est l'universalisme des droits et des devoirs. Mais c'est encore une autre question sur laquelle il faudrait peut-être revenir. Et alors, je vais finir là-dessus. Constamment est revenu dans les discussions, dans mon exposé, la politique au sens de faire société. Et là, à peu près tout le monde reconnaît que il y a sur les penseurs qui ont tenté de penser comment faire société en rupture avec les sociétés inégalitaires issues de la féodalité, il n'y a que deux auteurs. Alors Locke, il y aurait Locke, mais qui est relativement mineur, Locke, auteur anglais, mais surtout il y a Hobbes et Rousseau. Ces deux auteurs développent deux points de vue assez radicalement différents, mais qui ont leur logique. Le premier, la logique de Rousseau, qui est plus ou moins connue, puisqu'elle a inspiré justement la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est l'homme est naturellement bon, mais c'est la société qui le pervertit. Et donc, pour qu'il redevienne bon, mais ce qu'il ne pourra jamais faire, puisqu'on ne reviendra jamais à l'état de nature, on continue à rester dans notre société, il faut une société qui empêche, qui s'oppose, y compris par la violence, qui s'oppose aux inégalités et qui distribue les mêmes droits à tous, et on dirait maintenant à tous et à toutes. Bon.
Euh, alors, par contre, Hobbes a un point de vue différent. Pour Hobbes, l'homme est fondamentalement mauvais. Sa formule est assez connue. L'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire que tous les individus sont en concurrence les uns avec les autres. Et donc, la seule manière de faire société, c'est de se doter d'un système d'une certaine manière démocratique où tous et toutes s'entendent pour déléguer leur capacité, pour déléguer leur pouvoir de décision à un souverain suprême. Alors, souverain, pas au sens féodal du terme, c'est au sens contemporain lorsque on parle d'un État souverain, c'est-à-dire qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Et donc, il faut déléguer le pouvoir à un souverain, et ce souverain, il est là pour garantir que les affrontements n'aient pas lieu pour le bien-être et le progrès de tous. Bon. Ces deux conceptions, alors on en vient ensuite à des choix personnels, mais ces deux conceptions aboutissent à des projets de société entièrement différents. Et c'est là qu'on voit comment l'intersectionnalité peut être impliquée là-dedans, c'est-à-dire que ou bien c'est un système où les droits sont égaux pour tous et toutes, ou bien il y a des rivalités entre groupes, individus, et donc il faut qu'il y ait un souverain au-dessus de tout ça qui empêche, au nom de la raison, qui empêche les affrontements entre des groupes qui s'affrontent les uns les autres. Et vous voyez que pour moi, ce système peut amener à des systèmes autoritaires, voilà, et anti-républicains. Donc voilà, j'ai fini. Merci beaucoup Bernard de tous les éclairages. Donc voilà, il a pris la parole un petit bout de temps. Maintenant, ça va être à vous. Si vous avez des contradictions à lui apporter, par exemple, des questions à poser, pas forcément à Bernard, à tout le monde. Voilà. Si vous le souhaitez, je peux vous donner un micro, ça fait porter la voix. Et voilà, donc à vous si vous avez des questions. Il y en a forcément. Quand on parle de souverain, il y a des questions qui se posent. Entre autres. Non? Comme il se décide. Vous avez des questions? Cette question-là de l'intersectionnalité a fait l'objet de nombreux débats, notamment dans les milieux féministes en France, et aboutit, je dirais même, y compris à des comportements qui ont soulevé beaucoup de passion. Je pense en particulier aux décisions qu'a pris l'UNEF, le syndicat étudiant, à un moment donné, d'organiser des réunions non mixtes, non pas au sens du genre, mais au sens de la race, et a conduit évidemment à des condamnations que l'on connaît, dont on a entendu parler. Il y a eu d'autres phénomènes, je veux dire l'organisation par les mouvements féministes de manifestations non mixtes aussi. Et je dirais, pour justifier un petit peu ces initiatives, elles se sont beaucoup, enfin ces mouvements-là, se sont beaucoup, parce que les uns étaient exclusivement féminins, mais les autres étaient, je dirais, genrés complet, et, mais ont utilisé l'intersectionnalité pour justifier, je dirais, cette démarche. Alors moi, ce qui m'interroge, je dirais, dans cette affaire, c'est que
en essayant un petit peu de se renseigner sur l'origine, justement, que tu as évoquée, hein, de la notion d'intersectionnalité qui vient des États-Unis, je me suis aperçu qu'aux États-Unis, justement, c'était pour rejoindre la dimension sociale que cette question-là avait été travaillée dans les mouvements féministes et progressistes américains, de manière à justement retrouver le chemin du social. Or, en France, on a le sentiment, mais tu vas nous en parler, hein, on a le sentiment que c'est un petit peu l'inverse. C'est parce qu'on considérerait que la question sociale ne prendrait pas en compte la dimension raciale ou la dimension raciste ou la dimension féministe que on se serait approprié cette démarche justement en considérant que le mouvement social, entre guillemets, dans toutes ses composantes, ne porterait pas suffisamment, certainement vrai, ça a été vrai en tout cas pendant une certaine période, je dirais, de notre histoire, mais pourquoi ça émerge aujourd'hui et pourquoi ça fait un petit peu problème et système, parce que, enfin en tout cas, parce que me semble-t-il, ça a amené un certain nombre, je dirais, de divisions dans le camp progressiste en plus. Je veux dire, c'est pas l'extrême droite ou c'est pas dans la droite républicaine que ces débats-là on fait florès. C'est dans le camp progressiste que justement on a eu un certain nombre d'affrontements. J'espère on arrivera à dépasser, bien entendu, mais enfin en tout cas, ils sont présents et c'est certainement une des raisons qui t'a amené à discuter un petit peu, en tout cas d'avoir envie d'évoquer cette question-là. Vous avez peut-être aussi envie de répondre, hein, je m'adresse à Bernard, mais je m'adresse aussi à vous hein, en même temps. Peut-être une idée ou quelque chose à nous dire là-dessus. N'hésitez pas. Donnez un point de vue, hein, n'hésitez pas. Quelque chose de bon à entendre. Allez-y. Ouais. Pardon, vous pouvez, voilà, ouais. Le mouvement féministe pour des réunions d'âgés ou de manifestations non mixité. Pourquoi cet argument d'intersectionnalité comme facteur explicatif de la non-mixité en fait? Quel est le rapport entre les deux? Ouais, c'est ça, pour moi, d'accord. La non-mixité peut être expliquée par plein d'autres facteurs en fait, personnels, individuels, d'une expérience vécue. Tout à fait. Peut-être que je le trouve limite antagoniste en fait, les deux cas. Parce qu'intersectionnalité veut dire, pour moi, ma propre réappropriation de la définition du terme, ça serait un but commun et du coup des moyens d'action certes différents, mais avec une visée commune quand même. Il peut être décanté en plusieurs propriétés, on va dire. Et donc de mélanger les méthodes. La non-mixité elle serait appuyée par peut-être un pan du féminisme. Moi, de mon point de vue, je pense que cette question et les réponses, justement, permettent de revenir sur qu'est-ce que c'est que la déconstruction, qu'est-ce que c'est que la prise de conscience, qu'est-ce que c'est que la dénonciation des oppressions et de comment faire. Alors, d'abord, sur le fait de faire des réunions non mixtes, ça me pose d'autant moins de problèmes que ça renvoie à l'histoire que je connais d'un point de vue masculin du féminisme, dans la mesure où il y a eu une vague féministe qui s'est produite dans les années 70 et qui a abouti notamment à la loi Veil sur
l'avortement. Et que pendant toute cette période-là, les femmes exigeaient, pour les femmes militantes, exigeaient d'avoir des réunions non mixtes dans la mesure, mais c'est devenu quand même assez élémentaire que les femmes ont besoin, pour formuler les choses, y compris pour construire un rapport de force. Voilà. Elles ont besoin de discuter entre elles de leur oppression et des moyens de pouvoir y répondre. Voilà. Y compris, ça se traduisait par le fait que, histoire de renverser la situation, quand il y avait des bagarres avec certains hommes opposés, elle prenait des aiguilles à tricoter pour manifester leur mécontentement. Donc, je pense que c'est tout à fait légitime. Que moi, et alors, pourquoi ça? Parce que une prise de conscience, contrairement à une certaine philosophie française peut le dire, une prise de conscience, c'est pas quelque chose d'abstrait. Ça se traduit par une certaine détermination physique et morale. Et donc, que, y compris sur les questions de race, ça ne me choque en rien qu'il y ait des réunions uniquement entre personnes par exemple de couleur, parce que, mais ça aussi c'est relativement, ça a déjà été exprimé, mais là aussi dans les années 60 en France, par un homme qui s'appelle Frantz Fanon, qui est malheureusement décédé très tôt. Frantz Fanon, qui a soutenu à la fois la révolution algérienne et qui, y compris, a écrit un bouquin qui s'appelle Peau noire et masque blanc. C'est-à-dire pour montrer comment les Noirs pouvaient, pour s'émanciper, essayer de singer les modes dominatoires des Blancs. Et donc, alors aujourd'hui, la situation a changé, mais ça m'apparaît assez légitime mais y compris, ça se fait, on peut prendre toutes les oppressions les unes après les autres. Il faut que les opprimés, à un moment ou à un autre, discutent entre eux de leur oppression, mais sans aller chercher, y compris les phénomènes révolutionnaires. C'est devenu très courant que les enfants discutent entre eux, entre conseils, sur leur vécu. Ça fait partie des méthodes pédagogiques. Et pour finir, je pense que ces phénomènes-là, alors, ils peuvent ensuite dégénérer en conflit de mémoire ou en conflit d'oppression. Alors, je sais que ça se produit avec des groupes de dominés qui estiment que certains autres dominés ne font pas partie de leur groupe et que donc il faut les en exclure et tout ça. Bon, c'est toujours des problèmes compliqués qu'il faut essayer de résoudre par la discussion, y compris la confrontation. Mais le risque étant, on en revient à mes derniers propos sur
Hobbes ou Rousseau, par le fait que il y a des conflits et donc vous avez un souverain suprême qui est là pour équilibrer les conflits et quitte lui-même à les créer d'ailleurs. Donc, voilà mon point de vue là-dessus et la relation qu'il y a entre intersectionnalité et les phénomènes dont vous me parlez. Je crois que j'ai... Mais enfin, voilà. Tentative. Tu Une tentative modeste. Tu peux. Ouais, une tentative modeste de répondre à Dominique par rapport à ce que pour moi aujourd'hui. Moi, ce qui me vient, c'est que il y a 30 ans, il n'y avait pas encore l'Union soviétique. Il y avait le bloc communiste, etc., donc, qui était chargé de tous les mots, qui cristallisait l'ensemble des mots, des critiques. Et là, depuis 30 ans, il y a le capitalisme, d'une certaine manière. Et donc, je pense que c'est propice à réinterroger le seul système, dans lequel on évolue tous, quoi. Et si on voit, par exemple, que on voit les harcèlements, les agressions sexuelles, etc., on voit tout le temps qui passe, des dizaines d'années avant que la parole s'autorise à parler et nous s'autorise à écouter, on voit que la même chose avec les statuts qui sont là depuis 1700 et c'est que maintenant qu'on a envie, c'est assez récent, qu'il y ait des initiatives pour démilonner, etc. Donc, effectivement, quand tu parlais du temps nécessaire, la mise à distance pour la conscientisation, etc., ça participe probablement de ça. C'est l'hypothèse un petit peu que je formule, quoi. Oui, d'abord, pour remercier les organisateurs de cette soirée. Tu peux enlever ton masque Ouais. Et Bernard, donc pour remercier les organisateurs de la soirée et Bernard en particulier, je trouve que la discussion et les éléments qui ont été avancés sont tout à fait intéressants parce que on est un peu au cœur du sujet aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, sur toutes ces questions-là qui travaillent la société en général. Tu as cité, Bernard, au début, le colloque organisé par Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, à la Sorbonne, donc c'est pas rien, avec toute une palette de gens connus, philosophes, journalistes, sociologues, etc., qui tous représentaient en gros les courants de droite, pas forcément extrême, mais très largement, pour faire la dénonciation de ce qu'il appelle le wokisme, c'est-à-dire toutes les questions qu'on a débattues ce soir. Donc, en débattre, c'est aussi une manière de se préparer à un combat idéologique et politique et culturel renouvelé par rapport à nos adversaires qui, eux, ont commencé cette bataille dont ils voient tous les enjeux, c'est-à-dire effectivement déconstruire des schémas traditionnels, des idées reçues, etc. Et puis après, reconstruire cela avec un autre sens pour faire société d'une manière un peu plus vivable que c'est le cas aujourd'hui. C'est vrai qu'avoir cette discussion, ça me paraît très intéressant qu'elle existe, qu'elle soit poursuivie. Ensuite, pour quelques autres éléments qui ont été évoqués concernant des questions aussi d'actualité, la non-mixité, effectivement, c'est aussi une question qui travaille les représentations sociales, parce que non seulement il y a eu le fameux amendement, dit amendement UNEF, je crois que c'était au Sénat, pour considérer que ce que faisait effectivement l'UNEF, à savoir avoir introduit dans ses statuts
la possibilité pour les gens discriminés de se réunir à part de façon à pouvoir s'exprimer plus tranquillement. Je crois que si l'UMIF a fait ça, c'est parce que la composition aussi des étudiants a changé. Donc, il y a une fraction beaucoup plus importante d'étudiants qui sont non blancs, pour simplifier, et qui, s'ils adhèrent au syndicat, ils ont des demandes à faire. Donc, l'UMIF a fait son travail correctement. Et c'est une question qui, effectivement, peut diviser, alors, je disais tout à l'heure aussi, c'est que la gauche de gauche, la gauche radicale, elle-même, est quand même fracturée sur ces questions-là. Donc, on a besoin de discuter aussi entre nous, savoir comment on peut ajuster nos positions. Pour ce qui est de cette mixité, alors c'est vrai, comme l'a rappelé Bernard, c'est une tradition qui vient du mouvement féministe des années 70, 68, qui a posé très rapidement la nécessité pour des femmes de se réunir à part parce que c'était plus facile pour elles de s'exprimer en l'absence des hommes. C'est probablement la même chose, je pense, dans les réunions non mixtes des personnes qui estiment avoir été victimes de discrimination. Moi, si j'y allais, je n'ai jamais été discriminé sur ce plan-là. Bon. Donc, qu'est-ce que j'irais faire dans une telle réunion? C'est pas très productif et ça pourrait gêner ceux qui sont là pour être exprimés. Donc, je suis moi aussi partisan de cette possibilité-là et de faire en sorte qu'on puisse la promouvoir là où on milite, dans nos syndicats, etc. Et c'est une question qui revient constamment parce que j'ai lu aussi dans une revue que, par exemple, parmi les Black Blocs, pendant les manifestations contre les Gilets jaunes, les Black Blocs avaient des tactiques un peu d'affrontement, savoir quelle place prenaient les femmes dans ces affrontements, par exemple. Elles étaient inclus ou pas, comment elles réagissaient, etc. Il y a un travail de réflexion aussi sur cette question-là, donc ça continue à travailler le mouvement social d'aujourd'hui. Idem pour les questions de racialisation, avec les mobilisations autour de Traoré, par exemple, il n'y a pas très longtemps, on a bien vu une partie des manifestants venant de milieux qui jusqu'à présent n'étaient pas très visibles dans les mobilisations et qui ont été très mobilisés. Il y avait 30 000 personnes à Paris, je crois, comme ça s'est passé. Donc tout ça fait que il y a besoin effectivement de mener cette discussion au sein même de la gauche pour arriver aujourd'hui à avoir une intervention qui soit raccord avec les questions qui sont posées dans le mouvement social de tous les jours. Donc voilà, on peut aussi employer le pronom «elle», il faut réfléchir à ces façons-là. Voilà, donc j'arrête là. Bon, juste un mot aussi sur un phénomène culte. Ah oui, je peux parler là. Oui, là, toujours dans la même veine, je pense qu'on pourrait organiser une discussion autour. Alors, je ne l'ai pas vu, mais tout le monde dit que c'est un film remarquable qui a été fait à partir du bouquin écrit par une journaliste, Florence Aubenas, qui pendant 1 an a vécu clandestinement la vie de ce que pudiquement on appelle maintenant les techniciennes de surface, c'est-à-dire les femmes de ménage corvéables à merci, qui sont les invisibles, enfin les multiples invisibles de la société. Et il y a un film qui montre là aussi que il faut qu'il y ait du vécu pour qu'il y ait prise de conscience. Une prise de conscience sans vécu, c'est pas vrai. Et que pour qu'il y ait du vécu, il faut quelque part que ça parte des dominés EES eux-mêmes ou elles-mêmes, et qui, y compris, impose, parce que c'est
parce que c'est pas évident, imposent quelle est leur situation, leur vécu et leur volonté de transformation. Alors ensuite, tout le problème est de savoir quels sont les moyens d'arriver à obtenir satisfaction, ce qui nous renvoie ensuite aux discussions sur le phénomène gilet jaune, mouvements sociaux, tout ça. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas de prise de conscience sans qu'il y ait un vécu qui l'accompagne, quelle que soit la domination que l'on subit. Moi, juste peut-être, enfin, deux témoignages pour contribuer à la discussion. J'ai remarqué que dans l'organisation syndicale à laquelle j'appartiens, ça fait déjà maintenant une bonne trentaine, une quarantaine d'années que s'est posée, y compris, la question de l'intersectionnalité, pas sous les formes qu'on vient d'évoquer, mais sur la nécessité d'avoir un travail spécifique des catégories ouvrières au regard des catégories ingénieurs, cadres et techniciens. Pourquoi? Parce que tout simplement, effectivement, et là c'est ce que tu viens d'évoquer, Bernard, c'est-à-dire il y a un vécu dans l'organisation du travail, la place qu'on occupe dans la hiérarchie professionnelle fait qu'on n'a absolument pas le même vécu, les mêmes problématiques, les mêmes expériences professionnelles et donc les mêmes revendications. Donc évidemment, il faut bien des lieux qui sont spécifiques pour permettre cette élaboration. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, et c'est là qu'effectivement tu l'as un peu articulé avec la notion d'universalisme, la question qui est posée, c'est comment s'articule ce travail particulier, singulier, spécifique, nécessaire, pour ensuite se remettre, je dirais, dans un ensemble commun et donc se confronter justement, alors là, à des points de vue qui sont, même si on est dans une même organisation, pas forcément les mêmes, puisqu'on est dans des positionnements à l'intérieur de la structure professionnelle qui ont des demandes particulières, des vécus particuliers et des rapports, y compris avec les donneurs d'ordre, qui sont pas tout à fait les mêmes. Donc, d'où la nécessité, évidemment, de ce travail singulier. Mais effectivement, après se pose la question de la convergence, parce que c'est bien la question de fond qui est posée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement se contenter, je dirais, du travail d'identification singulier. Il faut ensuite que ce travail d'identification rencontre la réflexion globale, je dirais, et le travail commun qui va nous permettre après de déboucher sur éventuellement des revendications communes. Pas forcément les mêmes d'ailleurs, hein, mais il faut bien qu'on les identifie pour qu'ensuite on regarde ce qu'il y a de particulier, de singulier, ce qu'il y a de commun et les combats qui sont à mener, évidemment, de manière spécifique ou pas. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est dans une période où émerge avec juste raison, alors, et c'est peut-être là qu'on a du mal, je dirais, à cerner les enjeux, parce que c'est tout le débat sur la décolonisation en particulier, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'on sent qu'émerge la volonté, on le voit dans les pays, par exemple, les pays qui ont été colonisés au moment, au XIVe, au XVe et au XVIe siècle. On voit bien qu'il y a des mouvements qui sont en train d'émerger en Amérique latine, en particulier chez les indigènes, pour reconquérir le droit à se réapproprier leur culture historique, hein, qui a été complètement éliminée, je dirais, par le colonialisme. Mais on a les mêmes phénomènes, si on regarde la France de manière plus étroite, on a en France ce qu'on appelle les territoires d'outre-mer qui ont vécu évidemment les mêmes phénomènes et où on a vu monter, donc Frantz Fanon d'ailleurs en est un des exemples, hein, mais après il y en a eu beaucoup d'autres, donc plus récemment Chamoiseau, oui, d'accord. Confiant, et puis celui dont j'ai parlé aux avant-dernières rencontres d'Espace Marx, donc qui ont porté, je dirais, d'une façon nouvelle leur volonté de valoriser leur propre culture face
rouleau compresseur de l'européanocentrisme, c'est-à-dire cette culture dont nous sommes porteurs historiquement, qu'on nous a transmis en particulier par l'éducation, et qui fait que pour pouvoir s'imposer au monde, on a construit un universalisme qui a souvent été vécu comme un universalisme éradicateur. C'est-à-dire que pour pouvoir imposer la culture dominante, on a nettoyé, on a supprimé tout ce qui était les cultures indigènes. Et du coup, évidemment, aujourd'hui, on voit réémerger, et avec juste raison, le besoin de participer justement à un universel commun, mais pas un universel uniforme, un universel qui se nourrit des cultures croisées, hein, et qui permet justement de s'enrichir les uns les autres, et non pas d'imposer sa culture dominante à l'ensemble des peuples et des pays. Et c'est vrai que ces débats-là, aujourd'hui, ils sont en train d'émerger puissamment, en France en particulier, et ils sont en train de remettre en cause l'histoire même de notre pays, puisque, d'une certaine manière, on est en train justement là de déconstruire les grandes histoires des conquêtes coloniales et de tout ce que ça a entraîné, en essayant de faire oublier au passage que c'est sur la base de ce vol qui s'est organisé sur l'ensemble de la planète que le capitalisme, qui aujourd'hui domine l'ensemble de la planète, s'est institué, puisque par l'accumulation des richesses qui ont été pillées dans tous les pays colonisés. Et c'est en train de puissamment émerger. Ça rejoint un peu ce que tu disais, Jean-Louis. D'ailleurs, maintenant qu'on n'a plus la figure, entre guillemets, soit du grand frère ou de la tentative d'une expérience alternative au capitalisme, aujourd'hui, on est en train de regarder un peu plus en profondeur ce qui caractérise notre société, qu'est-ce qui empêche évidemment qu'elle se libère de toutes les formes d'oppression et de domination. Tu peux, excusez-moi, tu peux baisser ton masque? En fait, pour savoir si je comprends bien ce que vous développez, considérer qu'en fait, l'universalisme, alors l'intersectionnalité, finalement, est une forme de carence, mais en fait, il y a plein de singularités, en fait, et il nous manque la dimension de faire converger, en fait, ces singularités qui tendent vers un universalisme, pas uniforme et écrasant, mais unifiant. Alors, du coup, moi, je voyais dans la définition de l'intersectionnalité plutôt justement cette articulation entre la mise la prise en compte des singularités et en fait de les mettre de les faire converger en fait pour avoir une forme de critique systémique en fait. Mais c'est ça. C'est ça du coup. Ok, j'avais compris pour vous, voilà, l'intersectionnalité a une carence et vous articuliez en fait. Elle donne aujourd'hui, dans les combats et les divisions qu'on a connus dans les mouvements féministes en particulier, mais pas que, on a le sentiment que c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on développe l'approche singulière au détriment de l'approche collective, pour dire les choses un peu rapidement et ramasser. Et donc la question, c'est, pour dépasser un petit peu ces affrontements qui existent dans la gauche, comme le disait Jean-Paul, sur quoi on va travailler ensemble pour justement tout à la fois prendre en compte ces singularités qu'il faut prendre en compte, et en même temps, comment on va travailler ensemble au dépassement, je dirais, des affrontements que ça a généré, parce que ces affrontements, ils existent bien. Je veux dire, c'est pas moi qui les ai inventés, et malheureusement, ils émergent sous des faits, ils sont récupérés d'ailleurs, ces affrontements, notamment par la droite et la bourgeoisie, pour tenter justement d'éteindre encore plus le mouvement social, y compris le mouvement progressiste et la gauche tout entière. Enfin, c'est pas ça qui explique le fait que la gauche aujourd'hui, toute tendance confondue, se retrouve à 25%. Mais quand même, je veux dire, il y a des choses qu'il faut qu'on travaille pour sortir justement de cette situation et de l'incompréhension que ça génère à l'égard du peuple un petit peu plus largement. Moi, je voulais juste dans l'esprit de ce que j'ai dit, le problème qu'il y a, c'est que on ne peut pas raisonner
par rapport aux méthodes d'unification des luttes de maintenant, on ne peut pas raisonner exclusivement avec les processus d'unification passés. C'est-à-dire que avec la mondialisation, avec le fait que la colonisation a totalement changé de visage maintenant. C'est-à-dire qu'auparavant, on faisait, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait les distinctions entre les pays en voie de développement, les pays développés, puis les pays socialistes. Là, il y a les différenciations sont devenues extrêmement complexes. Le meilleur exemple, c'est à l'heure actuelle ce qui se passe avec la Chine. Voilà. La Chine, c'est une ancienne colonie qui maintenant est en train d'être en situation concurrentielle avec celui qui était le pays dominant depuis quasiment un siècle, c'est-à-dire les États-Unis. D'accord ? Et donc, vous avez des systèmes d'oppression et de domination qui font que pour qu'ils soient combinés, c'est pas uniquement avec un esprit de combinaison que l'on va arriver à la combinaison en question. Je vous prends le cas des Ouïghours, par exemple, par rapport à la Chine. Bon. C'est quand même une ethnie incontestablement dominée dans un pays qui auparavant était exclusivement devenu l'usine du monde entier, mais qui ne pesait d'aucun poids politique dans la mondialisation. Et donc, comment faire par rapport aux Ouïghours qui va être le levier d'émancipation? Les pays occidentaux. Et à l'intérieur des pays occidentaux, des pays occidentaux? C'est les relations dominant-dominées sont devenues totalement nouvelles, et arriver à les combiner, ça demande une réflexion approfondie et novatrice, dans la mesure où les anciennes manières de faire des alliances ont totalement changé maintenant. En tout cas, les questions ont changé, et les réponses sont à la traîne. Voilà. Et c'est d'ailleurs, enfin bon, je ne vais pas maintenant parler de l'actualité, mais comme l'a fait Dominique, c'est dans le fond cette question-là qui fait que la gauche en France, gauche et écologie, sont en petites étapes parce qu'ils n'ont pas de réponse à ces questions-là. Je crois que la non-mixité, pour moi, c'est un terreau capital. Et ce que je voulais dire, c'est que pour répondre et rebondir à ce que vous avez dit, de ce que j'ai compris sur le fait que les questions de non-mixité ou de réunion avec des personnes racisées, moi, est-ce qu'on va donner la parole à ceux qui sont concernés et qui n'ont pas parlé de leur place? Absolument. Pourquoi, ce que j'ai compris dans vos propos, c'était que ces actions-là étaient justifiées par la notion d'intersectionnalité, alors que pour moi, pourquoi ça serait justifié par ça? C'est ça, en fait. Je ne comprends pas pourquoi ce facteur-là doit expliquer ces actions-là, en fait. Alors,
si je peux me permettre, non, mais comment dire? Le problème, c'est que c'est une théorie, enfin, c'est quelque chose qui a été théorisé à partir d'une démarche concrète développée aux États-Unis par un certain nombre d'acteurs sociaux, des femmes, des Noirs, dans une situation, dans une société particulière, qui avait besoin, et ô combien avec raison, comment dire, d'affirmer et de rendre visible leur combat. Et en même temps, dans la société américaine, s'est mené et se mène, mais y compris dans nos sociétés aussi, se mène un autre combat qui a à voir, qui pendant longtemps, par exemple en France, si on peut prendre ce qui s'est passé dans le mouvement ouvrier, le mouvement progressiste, pendant longtemps, je dirais, la dimension de lutte de classe, pour dire les choses comme ça, était première par rapport à toutes les questions qu'aborde, je dirais, la démarche intersectionnelle, et on considérait finalement que c'était secondaire, quoi, par rapport à... Et donc c'est vrai, il y a un certain nombre de partis politiques en France que je connais bien, qui sont plus ou moins passés un peu à côté, je dirais, de ces combats et des exigences qu'elles portaient. Alors, on a le sentiment qu'aujourd'hui, je dirais, sous prétexte que la gauche, dans toutes ses composantes, a échoué au plan politique, on voit émerger aujourd'hui des combats qui donnent le sentiment, je ne dis pas que c'est vrai, je dis qu'ils peuvent donner le sentiment qu'elles évacuent la question sociale, qu'elles évacuent le combat sur les questions d'exploitation. Et donc, d'une certaine manière, elles rentrent, je dirais, presque en conflit avec le mouvement ouvrier traditionnel, pour dire les choses comme ça. Hein. Et donc, comme d'une certaine manière est rentré un peu en conflit, sont rentrés en conflit, si tu veux, tous les combats qui se sont menés sur le combat altermondialiste, où on a eu beaucoup de difficultés à faire accepter, je dirais, au mouvement syndical traditionnel, ou en tout cas à faire converger le combat altermondialiste et le combat. Et de la même manière, on a eu aussi énormément de difficultés et on a réussi à le dépasser. C'est en ce sens-là que je dis qu'il faut qu'on réfléchisse. Hein. Mais on a réussi au travers justement du combat altermondialiste et du travail qu'a fait notamment Attac, mais pas qu'elle, hein, je veux dire, Attac dans sa démarche, a permis justement de rapprocher le combat écologiste notamment du combat social. C'est-à-dire, et donc la question qui est posée aujourd'hui, c'est il y a une certaine tendance à évacuer la dimension du combat social pour considérer, si tu veux, et rendre, pour certains, et qu'on se comprenne bien, donner une certaine sphère d'exclusivité en termes de combat. De la même manière, si on parlait des Black Blocs tout à l'heure, c'était assez amusant, mais des amis, moi, des gens que je connais aussi, mais avec tendance, si tu veux, à réactiver dans les combats au moment des retraites, hein, avant les Gilets jaunes, hein, avait tendance à vouloir se réapproprier la conduite des manifestations. C'est symbolique, hein, évidemment. C'est pas... Mais en essayant de faire prévaloir une dimension violente, d'action violente, au détriment, je dirais, des combats dits traditionnels, en considérant qu'ils n'étaient pas suffisamment efficaces pour bouleverser l'ordre dominant. C'est-à-dire, on a tous ces questionnements là qui sont en train de réémerger puissamment, hein, et c'est normal, hein, je dirais, et notamment portés par la jeunesse, dans une partie de la jeunesse en tout cas, et qui viennent effectivement questionner, bouleverser un petit peu la tranquillité habituelle des militants. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on en débatte. Il faut qu'on lève les incompréhensions, hein, pour bien montrer qu'on n'est pas dans des combats finalement très divergents, au contraire, et qu'on lève les incompréhensions. Et peut-être et c'est très bien que Bernard nous ait proposé ces éclairages sur cette question de l'intersectionnalité, de faire le lien d'ailleurs avec l'universalisme, comme il l'a fait, pour mieux s'approprier ce que ça veut dire, quoi. Et pourquoi c'est arrivé, pourquoi ça a émergé, et pourquoi ça a été facteur de division, et que ces facteurs de division, il faut qu'on regarde les questions posées pour justement tenter de les dépasser. De ce point de vue-là, si Bernard me le permet, je vous invite à écouter
la première des conférences qui a été faite en décembre aux rencontres d'Espace Mars, faite par Marie-Claude Bergouignan, qui est une professeure de sciences économiques, elle est retraitée aujourd'hui, mais qui était professeure de sciences économiques à l'Université de Bordeaux, et qui a fait un travail que j'ai trouvé justement très intéressant pour justement essayer de nous aider à mieux dépasser les inquiétudes ou les problèmes qu'on pouvait rencontrer face à ces questions. Je trouve qu'elle éclaire bien, aussi bien que toi d'ailleurs. Et donc, vous voyez, une complémentarité de genre qui est très, très bien. Et il y a une deuxième intervention qui de ce point de vue-là, enrichit, en tout cas complète la conférence de Bernard. C'est une intervention qu'a fait Daniel Sirera, toujours pareil dans les rencontres, qui nous a un petit peu éclairé sur la manière dont les Américains s'étaient confrontés justement, pourquoi ils avaient utilisé pourquoi il y avait eu ces démarches intersectionnelles aux États-Unis, parce que ça correspondait tout à fait, je dirais, d'abord à une autre histoire et à d'autres questionnements que chez nous. Voilà. Mais merci Bernard, en tout cas, pour nous avoir permis de tenir cet échange. Il faudra approfondir. Que je pense qu'il faudra prolonger. Parce que bon, ouais, tout à fait. Au fur et à mesure, justement, au fur et à mesure que tu parlais, sur le fait qu'on ne peut pas reprendre les systèmes anciens pour les appliquer, même s'ils ont fait leur preuve, aux problèmes de maintenant, c'est qu'est-ce que c'est aujourd'hui articuler deux injonctions absolument nécessaires qui sont l'écologique et le social. Comment on articule les deux, d'accord pour moi, par exemple, ça passe par la fermeture des usines nucléaires. Mais évidemment, et pour moi, non, mais on aura un débat. Il faut que ça s'accompagne, évidemment, d'une solide problématique sociale. Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est un des problèmes. Voilà. Bon, on en reste là pour ce soir. Il n'y a pas d'autres questions, d'autres rapports. Ça a répondu un peu à vos interrogations. Très bien.